Mesdames, Messieurs, vous regardez le grand journal sur For You Télévision. D'abord, les titres. Au sommaire de cette édition d'information, on parle de diplomatie. Les tensions s'enlisent entre Kinshasa et Kigali. L'ambassadeur du Rwanda expulsé, accusé de soutenir le mouvement du 23 mars. Depuis longtemps, le Rwanda n'est désormais plus le bienvenu au Congo. Les autorités congolaises ont décidé d'une rupture diplomatique justifiée par des preuves accablantes contre Kigali qui ne cesse de clamer son innocence dans ce dossier. Et puis toujours en une de cette édition d'information par le Tchad, Guinée-Bissau, Mahamat Idriss Déby Itno plaide pour un soutien de la CEDEAO. Dans cette étape cruciale de son histoire, le président tchadien a appelé le président Sissoko Embalo, en exercice de la CEDEAO, à s'allier à la CEAC pour demander un soutien à la communauté internationale dans la mise en œuvre de la transition, je cite, phase 2 à N'Djamena. C'était lors d'une visite en Guinée-Bissau le week-end dernier. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition d'information sur For You Télévision. Vous nous suivez et nous regardez également sur nos différentes plateformes For You Média Africain ainsi que sur notre radio For You Radio 96.3 FM. On démarre avec l'actualité en République centrafricaine. Face au corps diplomatique, le 28 octobre dernier, le professeur Faustin Archange Touadéra a tenu à apporter des éclaircies sur la situation politique de son pays aux diplomates étrangers. Évoqué Angalé a suivi pour nous cette actualité. Je vous propose son reportage. Face à la situation sociopolitique assez tumultueuse, le président de la République, professeur Faustin Archange Touadéra, a rencontré le vendredi 28 octobre 2022 le corps diplomatique en Centrafrique pour clarifier les choses afin de ne pas laisser la place à des interprétations tendancieuses. Dans son mot de circonstance, le président centrafricain a tout d'abord tenu à remercier ses diplomates qui ont accepté son invitation pour cette rencontre de partage d'informations et d'échanges sur l'actualité en République centrafricaine. Dans son propos, le président Touadéra a expliqué que depuis un certain temps, l'atmosphère politique du pays est polluée par des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, systématiquement relayées par une partie de la presse internationale. Ces désinformations sont souvent véhiculées par une minorité d'hommes politiques centrafricains dans lesquels la majorité du peuple ne se reconnaît pas. Parmi ces différents sujets qui inondent les réseaux sociaux, apparaît au premier plan la mise à la retraite de certains magistrats et fonctionnaires de l'État, notamment ceux de l'enseignement supérieur. Le chef de l'État centrafricain a rappelé qu'une vingtaine de magistrats et juges ont été admis à faire valoir leur droit à la retraite, dont le magistrat Trinité Bongo Sangafio, juge constitutionnel. À cet effet, plus de 50 fonctionnaires de l'enseignement supérieur ont également été mis à la retraite, dont Simplice Mathieu Sarandji, président de l'Assemblée nationale, et Daniel Darlan, présidente de la Cour constitutionnelle. Cette vaste campagne de désinformation et de manipulation, conduite notamment par certains partis de l'opposition, a fait l'objet de plusieurs controverses au sein de l'opinion publique nationale, voire internationale. Le président Faustin Archange Touadéra a également mentionné que le peuple centrafricain a observé, et ceci à la grande surprise de tout le monde, que dans une déclaration sur l'état de droit et l'indépendance de la justice, publiée avant sa décision du 23 septembre 2022, la Cour constitutionnelle a remercié des entités politiques, la société civile, des individus et pire, les requérants regroupés au sein du bloc républicain pour la défense de la Constitution, pour les soutiens politiques que ceux-ci lui ont apportés. Cette déclaration d'amour entre la Cour constitutionnelle et l'opposition démocratique a alimenté le doute des Centrafricains sur la véritable indépendance de cette haute juridiction. Autant de sujets sur lesquels le professeur Touadéra est revenu. Et toujours en République centrafricaine, référendum constitutionnel, c'est le groupe de mots qui est sur toutes les lèvres actuellement. Et puis samedi 29 octobre 2022, l'occasion a à nouveau été saisie pour appeler le président à organiser ce référendum. C'était au tour du mouvement national des indépendants de clamer cet appel, exigeant un délai raisonnable au cours du point de presse. Je vous propose un retour sur celui-ci dans ce reportage. En République centrafricaine, c'est un secret de polichinelle. Le peuple réclame la modification de la Constitution. C'est que celui-ci recherche une, où il pourra retrouver ses aspirations et à laquelle il s'identifiera ipso facto. Certains politiques l'ont bien compris. C'est le cas de Thierry Camache, ministre de l'Environnement et président du Mouvement national des indépendants, Mouni, en abrégé,
partie de la majorité qui pèse au sein de l'Assemblée nationale avec 14 députés. Celui-ci a donné une conférence de presse dans laquelle, revenu sur les actions malheureuses des rebelles en décembre 2020 et janvier 2021, qui avaient replongé le pays dans le gris et l'insécurité sociopolitique, il a appelé le président de la République, le professeur Faustin-Archange Touadéra, à convoquer sans délai un référendum constitutionnel. Les dispositions de cette constitution sont en innovation avec la réalité sociopolitique de notre pays. Certaines dispositions, notamment les articles 154 et 156, faisant référence à la période de transition, sont obsolètes. Ils n'ont plus leur raison d'être depuis le retour à la légalité constitutionnelle. Il est donc grand temps pour nous, Centrafricains, de repenser la loi fondamentale. À cet égard, le parti Mouni organise le présent point de presse pour encourager le président de la République à rester toujours à l'écoute du peuple centrafricain qui a placé en lui toute sa confiance. Tout bien considéré, notre mouvement, par ma voix, exhorte son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, à prendre toutes ses responsabilités en convoquant sans délai le référendum constitutionnel souhaité par le peuple centrafricain et en acceptant avec nous, dans la paix, la sérénité, d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Désireux de répondre aux désidérata d'un peuple ahuri par les imperfections de la Constitution de 2016, notamment la limitation du pouvoir du chef de l'État, l'appellation transition, et pourtant, la République jouit désormais d'un pouvoir politique bien ancré, l'écart de la jeunesse dans la chose politique, le chef de l'État centrafricain s'était buté au revers de cette même Constitution, via la Cour constitutionnelle, qui a imputé à ses actions un caractère inconstitutionnel. Et pourtant, l'ancienne présidente de la haute juridiction avait recommandé à ce dernier de n'avoir pour seul recours que le peuple face à toute prise de décision. La présidente sortante de la Cour constitutionnelle lui avait déclaré, je cite, « Lorsque vous aurez à faire face à un lourd défi et que vous sentirez le poids de la responsabilité et le besoin d'être confronté par vos choix, retournez-vous vers ce peuple qui vous a choisi et qui vous a confié un mandat. Adressez-vous à lui directement et vous aurez alors la réponse que vous cherchez et vous serez soutenu dans vos actions. » C'est elle-même qui l'a dit. Fin de citation. Aujourd'hui, dans la légalité et la légitimité, le président Touadéra se doit de répondre à cet énième appel d'aider son peuple à écrire sa propre histoire. Et l'ex numéro 1 de la haute juridiction centrafricaine, Daniel Darlan, destitué pour empêchement définitif il y a quelques jours, a déclaré ne plus vouloir contester ou riposter les décisions de l'exécutif à son égard et tourner définitivement la page de la Cour constitutionnelle ainsi que celle de la fonction publique centrafricaine. Celle-ci a fait de nombreuses déclarations et c'était au cours d'une interview accordée à un média français. Noira a suivi pour nous cette actualité. Je vous propose un morceau choisi. Daniel Darlan aurait-elle tourné la page? C'est la question que l'on se pose après la sortie médiatique de l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine. Celle-ci a choisi la tribune France Monde pour s'exprimer une semaine après sa démise de fonction par le président de la République centrafricaine.
Je n'ai pas l'intention de retourner à la Cour constitutionnelle. J'ai tourné la page. Je ne peux pas rester à me morfondre, à dire oh là là. Non. Il faut que je tourne la page pour pouvoir avancer. Je pars la tête haute, la conscience tranquille. Toutefois, Dame Darlan conteste le processus, sinon la démarche empruntée à travers laquelle elle a été démise de ses fonctions de présidente de la Cour constitutionnelle de la RCA par le décret numéro 2.455 rapportant partiellement les dispositions du décret numéro 17.133 du 10 avril 2017 entérinant l'élection des membres du bureau de la Cour constitutionnelle. Absolument. Je conteste la façon dont j'ai été relevée de mes fonctions. Ce qui me pose problème, c'est que j'avais un mandat au niveau de la Cour constitutionnelle. Normalement, ce mandat se terminait en mars 2024. C'est ça qui me pose problème. On peut comprendre pourquoi la professeure de droit ne reconnaît pas le nouveau président par intérim de la haute juridiction, Jean-Pierre Waboué, son vice-président d'hier. Cette passation de service n'avait pas lieu d'être. Pourquoi l'a-t-il accepté? Il était venu me voir le matin, il m'en a parlé. Je lui ai dit, je ne me présenterai pas à cette passation. Mais par contre, j'ai ajouté, en ce qui vous concerne, vous êtes libre. Il a choisi de faire cette passation de service. En tout cas, il m'assure, en ce qui le concerne, que ce n'est pas une trahison. Qu'est-ce qui l'a motivé? Il n'y a que lui qui pourrait l'expliquer, mais moi, je lui en veux pas. Je reconnais sa légitimité en tant que vice-président de la Cour constitutionnelle. Et lui-même, d'ailleurs, il sait actuellement qu'il est vice-président assurant l'intérim du président. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Et comme si tout avait décidé de s'abattre sur elle, Daniel Darlan a vu également son départ de mise en retraite être acté par le camp. Et quant à ses rapports avec le chef de l'État centrafricain Faustin-Archange Touadéra, notamment sous la lettre qu'elle lui a transmise vendredi dernier, l'ex-numéro 1 de la Cour constitutionnelle dit ne pas vouloir perturber le président dans ses fonctions. Elle pense avoir agi pour la bonne cause et pour que le droit aide l'exécutif dans la réalisation de ses missions en République centrafricaine. Et dans la suite de l'actualité de l'Afrique centrale, au Tchad, le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno s'est rendu en Guinée-Bissau pour une visite de travail et d'amitié le 29 octobre 2022. Visite qui aura permis de plaider pour un appui de la CEDEAO à la CEAC dans l'accompagnement de la transition au Tchad, mais également de remettre sur la table l'accord cadre entamé avec le maréchal Idriss Déby Itno avant son décès. Je vous propose un compte-rendu de cette visite. Le président de la transition au Tchad, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et son homologue, le général Umaro Sissoko Embalo, ont discuté de gains communs entre N'Djamena et Bissau, d'un possible soutien de la CEDEAO à la CEAC dans son accompagnement de, je cite, la transition phase 2 au Tchad, fin de citation, auprès de la communauté internationale. En effet, la visite de travail et d'amitié de Mahamat Idriss Déby intervient de manière décroissante après les assises des chefs d'État de la CEAC, les manifestations réprimées du 20 octobre dernier, la clôture du dialogue national inclusif qui a donné lieu à une prorogation à 24 mois de plus de la transition en place. Lors des échanges des deux chefs d'État, le président tchadien a demandé que la Guinée-Bissau, pays frère, et la CEDEAO s'allie avec la CEAC pour plaider auprès de la communauté internationale dans le but de mobiliser plus de moyens d'accompagnement au Tchad dans cette phase cruciale de son histoire. Mahamat Idriss Déby a dit savoir compter sur, je cite, l'engagement de la République sœur de Guinée-Bissau et sur son appui pour la réussite de la deuxième phase de transition, fin de citation. Durant cette visite, les deux présidents sont également revenus sur l'accord cadre dont Umaro Sissoko Embalo et le maréchal Idriss Déby Itno avaient posé les jalons en février 2021, ainsi que la mise sur pied d'une commission mixte pour formaliser la coopération naissante entre les deux pays. S'en était suivi la création d'un cadre de coopération sécuritaire et de défense. Le président bissau-guinéen s'était vanté de, je cite, « relations qui démarrent sur de bases solides », fin de citation. C'est dire que désormais le fils marche sur les pas du père. À son homologue tchadien Mahamat Idriss Déby, il a dit être fier de l'organisation du dialogue national inclusif qui a eu lieu en N'Djamena. Pour rappel, la situation socio-politique au Tchad
a encore pris un coup après les résolutions du dialogue national qui ont été contestées par l'opposition le 20 octobre dernier. Des contestations qui ont donné suite à une centaine de décès et de blessés, ainsi qu'à des réactions en Afrique et à l'international. Et en République démocratique du Congo, Vincent Karega, l'ambassadeur rwandais à Kinshasa, a été notifié de son expulsion le 29 octobre 2022. La décision fait suite à un conseil supérieur de défense présidé par Félix Tshisekedi. La décision drastique est consécutive à une confirmation du soutien rwandais au M23 dans l'est du pays, selon Kinshasa, qui brandit d'ailleurs des preuves accablantes. Emma Moutou, notre reporter, a rencontré deux analystes pour essayer de comprendre cette situation d'escalade entre les deux pays. Je vous propose de regarder. Au regard des faits qui précèdent, le Conseil supérieur de la défense demande au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC. C'est l'une des résolutions prises par le Conseil supérieur de défense, présidé par le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi, samedi 29 octobre 2022, suite à une escalade du conflit rwando-congolais. L'ambassadeur rwandais Vincent Karega a été expulsé de Kinshasa sous fond de tensions accrues entre les deux pays. Les attaques des rebelles du M23 progressent depuis quelques semaines dans l'est de la République démocratique du Congo et pointent une implication rwandaise auprès du M23. Le Rwanda dément et accuse en retour la République démocratique du Congo. Selon les analystes, ce phénomène peut s'expliquer en deux facteurs paradigmatiques. Tout d'abord, l'explication d'un principe des relations internationales et du droit international, à savoir le principe de réciprocité qui instaure l'équilibre de la terreur sur le terrain. En effet, les deux pays s'auto-accusent, tout comme la RDC accuse le Rwanda de soutenir le M23. Parallèlement, le Rwanda accuse la RDC de soutenir la FDLR, c'est-à-dire la Force démocratique de libération du Rwanda, un mouvement rebelle qui lui est hostile et qui est actif dans l'est de la RDC. Ce qui explique sur le terrain que chaque pays à son niveau se tient en état d'alerte pour riposter en cas d'éventuelle attaque de l'autre. Le deuxième facteur paradigmatique est la dynamique extérieure occidentale. En effet, il ne faudrait pas épargner cette dynamique qui montre que ces mouvements rebelles bénéficient de l'appui de certaines puissances étrangères. Sinon, comment comprendre la présence des casques bleus au Congo depuis 2 décennies et la persistance de ces mouvements rebelles? Comment comprendre la sortie du secrétaire général des Nations Unies qui affirmait que le M23 détient du matériel militaire largement supérieur à celui du gouvernement du Congo? Pour le politologue camerounais Abdoundam, il serait judicieux, voire plus important, que les autorités de la sous-région prennent des dispositions afin de permettre un cessez-le-feu, notamment une médiation. On souhaite que, comme c'est déjà arrivé, que les autorités de la sous-région puissent prendre leurs responsabilités à l'effet de mettre sur pied une médiation en vue de mettre autour de la table pour une énième fois, parce que rien n'est au-dessus du dialogue, rien ne dépasse le dialogue. Ce n'est que par le dialogue que l'on peut trouver une solution pacifique et efficace. Je crois qu'il faudrait que les autorités de la sous-région puissent prendre leurs responsabilités à l'effet de mettre sur pied une médiation pour pouvoir permettre à ce que les deux chefs d'État puissent se trouver autour d'une même table afin de rétablir la relation diplomatique entre ces deux États. Pourquoi? Parce que le Rwanda et la République démocratique du Congo, ce sont deux pays voisins. Ils partagent plusieurs valeurs. Vincent Karega, désormais expulsé de la République démocratique du Congo, cela confirme une dégradation diplomatique entre les deux pays en attendant des résolutions plutôt fructueuses.
Et à présent, on sort des frontières africaines pour parler de la Russie, mais surtout d'exportation de céréales. Moscou a décidé de se défaire de l'accord sur l'exportation des céréales, ceci après une attaque de drones sur une flotte russe stationnée à Sébastopol, en Crimée. Moscou a pourtant assuré que ses engins avaient emprunté le corridor sécurisé dévolu au transport de céréales. Depuis cette décision, plusieurs dirigeants des pays internationaux appellent Moscou à revenir sur sa décision. Je vous propose d'écouter ce reportage signé Bala. Après une attaque de drone sur la flotte russe stationnée dans la baie de Sébastopol en Crimée, la Russie a annoncé suspendre sa participation à l'accord sur les exportations de céréales. Ce que l'Ukraine, bien évidemment, qualifie de prétexte et appelle à faire pression pour que la Russie s'engage à nouveau à respecter ses obligations. La Russie a commencé à aggraver délibérément la crise alimentaire mondiale en septembre, a déclaré Volodymyr Zelensky, lorsqu'elle a bloqué la circulation des navires transportant notre nourriture. C'est une intention absolument transparente de renvoyer la menace d'une famine à grande échelle en Afrique et en Asie. Le centre de coordination conjoint chargé de superviser cet accord a confirmé qu'aucun mouvement de cargo n'avait été validé pour la journée de dimanche 30 octobre. 9 cargos ont pu emprunter samedi le corridor maritime en mer Noire et plus de 10 autres sont prêts à en faire autant dans les deux sens. Le secrétaire d'État Antony Blinken, quant à lui, a estimé que la Russie utilise à nouveau la nourriture comme une arme dans le monde des crises humanitaires et une insécurité alimentaire déjà grave. C'est tout à fait scandaleux. Cela va accroître la famine. Il n'y a aucune raison pour qu'il fasse cela. L'ONU a négocié cet accord et cela devrait être le point final. Et dimanche également, le 30 octobre, le chef de la diplomatie, Josep Borrell, a exhorté la Russie à revenir sur sa décision. Précisons que Moscou avait accusé Londres d'être impliqué dans les exportations et ont endommagé en septembre dernier les gazoducs russes Nord Stream 1 et 2 en mer Baltique et promis de soumettre la question au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Et on parle de sport dans cette édition d'information sur For You Télévision. On parle de Fédération camerounaise de football, mais surtout du Ballon d'Or camerounais. Alors que les activités ont repris de plus belle à la Fédération camerounaise de football, le Palais des Congrès de Yaoundé a abrité le 29 octobre dernier la cérémonie du Ballon d'Or camerounais. Première édition, une innovation à mettre à l'actif du nouvel exécutif de la FECAFOOT en place depuis le 11 décembre 2021. Nguéné a suivi pour nous cette actualité. Je vous propose son reportage. Pour un coup d'essai, il est difficile de ne pas dire qu'il s'agit d'un coup de maître. Toutes les promesses, ou presque faites, le 11 décembre 2021, se matérialisent. Preuve d'une volonté, celle de redonner au football camerounais toute sa grandeur. Sabiolito, pour y parvenir, n'a lésiné sur aucun moyen, allant même jusqu'à explorer d'autres niches restées inexplorées jusqu'ici. Pendant la saison qui s'achève, les playoffs se sont joués à Garoua et on a eu un succès populaire encourageant. Le tournoi Interpol à Limbé a connu un engouement que l'on croyait définitivement révolu. La finale de la Coupe du Cameroun a bénéficié d'une affluence inédite et pour un coup d'essai, le trophée des champions joué à Bafoussam a été un coup de maître. Un coup de maître. Comment ne pas célébrer l'excellence? L'excellence d'un championnat redevenu attractif, avec des subventions désormais fixées à 48 millions de francs CFA pour les clubs de l'élite One, 100 millions de francs CFA pour le champion du Cameroun, le salaire minimum d'un joueur en élite One étant évalué à 200 000 francs avec souscription à une police d'assurance. Comment le mot sauveur ne prendrait-il pas tout son sens dans un contexte pareil? Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire qu'on était dans le noir. Monsieur le Président. On était dans le noir.
Mais Monsieur le Président, grâce à vous, vous nous faites rêver, Monsieur le Président. Et notre football camerounais a de la valeur, Monsieur le Président, qui est Monsieur Samuel Eto'o. Merci. Les acteurs de plus en plus concernés et considérés, les retombées plus que jamais perceptibles sur le terrain. C'est avec cette note sportive que nous mettons fin à cette édition de l'information sur For You Télévision. Rendez-vous demain, même heure. Merci à vous de nous avoir regardés sur nos différentes plateformes. L'information se poursuit sur notre télévision. Au revoir Yaoundé.